Voilà, bonjour. Donc la dernière fois, on avait vu ce principe de Pascal, et le principe de Pascal nous disait que à la même profondeur dans un même liquide, on a la même pression. Alors, on avait appliqué ça au tube en U, vous vous souvenez peut-être, quand on a un tube en U avec deux liquides différents. Eh bien, on prend l'endroit le plus haut possible où on est dans le même liquide des deux côtés, et là, on peut déclarer que la pression est la même, et ensuite, ce qu'il y a au-dessus, ça cause la pression donnée à l'endroit où on a mesuré avec le principe de Pascal, et donc, s'il y a un liquide qui a une masse volumique plus faible d'un côté, il sera plus haut, vu que ce liquide-là, il lui faut plus de hauteur pour avoir la même force de pesanteur, en gros, que le liquide qui est de l'autre côté. Okay. Et puis, on avait vu que le baromètre, c'était un système à tube en U, mais très particulier, dans lequel, dans une des branches du tube, on n'a pas la pression atmosphérique qui s'exerce. Donc, dans une des branches du tube, on a du vide, donc la pression là-haut vaut 0. Donc, la pression au niveau ici, où on applique le principe de Pascal, la pression là, elle est due uniquement au liquide qui se trouve ici. Et puis la pression de l'autre côté, c'est uniquement la pression atmosphérique, ce qui fait qu'on peut écrire que la pression atmosphérique est égale à la pression partielle du liquide qui est là, rho GH. Okay. Et donc on peut mesurer la pression atmosphérique quand on connaît le rho du liquide, quand on connaît le G, eh bien il nous reste à mesurer la hauteur, et puis en multipliant la hauteur par rho fois G, ça nous donne la pression atmosphérique. Okay, ça c'est donc le principe de mesure de la pression atmosphérique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'aimerais bien que vous me posiez des questions. C'est cool. Vous voulez pas? Hein? Jacques, t'as refermé ton micro, toi, évidemment. Ouais. Ça te stresse? Tu penses que je vais espionner chez toi? Hein? Ouais. Ah ah. Ben, on peut vivre avec ça. Bien, bref. Alors, l'exercice 3.4 que vous étiez censé faire pour aujourd'hui, c'était de déterminer quelle est la hauteur de la colonne d'eau qui serait nécessaire pour fabriquer un baromètre fonctionnel à l'eau. Ici, généralement, on prend du mercure dans un baromètre de Torricelli. Pourquoi est-ce qu'on prend du mercure? Parce que comme le mercure a une masse volumique très élevée, de 13 600 kg par mètre cube, vous avez besoin d'une hauteur plus faible pour compenser la pression atmosphérique avec du liquide. Okay? Mais maintenant, si vous utilisez de l'eau, ok, alors qu'est-ce que ça vous donne, ce calcul? Vous avez pression atmosphérique est égale à ρ, mais cette fois, ce sera le ρ de l'eau fois G fois H. D'accord? Et donc, vous partez de cette formule-là, et puis ce que vous voulez trouver, c'est H, la hauteur de la colonne. Ok? Alors évidemment, la hauteur de la colonne avec de l'eau, elle sera beaucoup plus importante qu'avec du mercure. Elle sera 13,6 fois plus haute. Okay, alors on va faire le calcul. Donc H ici, c'est la pression atmosphérique divisée par le ρ de l'eau et divisé par le G de la pesanteur. Okay, alors, qu'est-ce que ça nous donne? La pression atmosphérique, on sait que c'est 101 300 pascal, si jamais c'était rappelé ici. Divisé par le ρ de l'eau, on vous donne comme ρ de l'eau la valeur de 998. Divisé encore par G, qui est 9,81. Eh bien, ça va nous faire combien? Alors, on va calculer ça. 101 300 divisé par 998 divisé par 9,81, ça vous donne 10,34 mètres.
Ouais. Alors écoute, ça dépend un peu. Tu vois, là, j'essaye de faire quelque chose de relativement précis pour la hauteur de la colonne, donc j'utilise 9,81. En général, j'utilise 10 dans des applications graphiques, ou alors quand on est en train d'approximer quelque chose et qu'on n'a pas besoin d'un résultat trop précis. Là, je voulais un calcul précis de la hauteur de la colonne, j'ai divisé par 9,81 au lieu de 10. Ah, c'est un peu, voilà. Donc vous voyez que vous pouvez très bien faire un baromètre avec de l'eau, ça marche même très très bien, parce que la variation de hauteur sur le baromètre à eau, elle sera beaucoup plus grande que la variation de hauteur sur le baromètre à mercure, puisque la colonne est plus haute. Hein. Si vous avez une diminution de hauteur de 1%, avec une colonne de mercure, ça vous fera quelques millimètres. Avec une colonne d'eau, ça vous fera presque 1 mètre. Ok, ça vous fera non 10 centimètres. Donc vous allez avoir beaucoup plus de précision avec un baromètre comme ça, mais vous aurez aussi d'autres problèmes. Évidemment, si vous laissez de l'eau en contact avec de l'air, elle va s'évaporer beaucoup plus facilement que le mercure. Enfin, mais vous pouvez, en principe, faire un baromètre avec de l'eau. Mais dans ce cas-là, 10,35 m de colonne d'eau, ça veut dire qu'il faut habiter au minimum au 2e ou au 3e étage, et puis mettre la base du baromètre en bas de l'immeuble. Et puis après, vous montez le tuyau, et puis vous pouvez aller lire la pression sur votre balcon. D'accord ? Alors ça, souvenez-vous de cette valeur, hein, parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure dans un autre exercice. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, cet autre exercice, parce qu'il marche bien avec celui-là. Ok ? L'exercice 3.8. Hein, tout sapeur-pompier qui se respecte vous dira qu'il est impossible d'effectuer un pompage d'eau par aspiration sur une dénivellation supérieure à 10 mètres. Oui ? Oui, mais je vais le faire après. Parce que le 3.8, il est lié très directement à celui qu'on vient de faire. C'est pour ça que j'ai sauté là. J'ai sauté 2 exercices. Ok ? Vous avez vu que la colonne d'eau qu'on obtient avec un baromètre, quand on met de l'eau dans le baromètre, c'est 10,35 m. Ok ? Et puis là, on vous dit, tout sapeur-pompier qui se respecte vous dira qu'il est impossible d'effectuer un pompage d'eau par aspiration sur une dénivellation supérieure à 10 mètres, à peu près 10 mètres. Okay ? Donc là, vous avez la situation où vous aspirez avec une pompe, et puis votre liquide qui remonte dans le tuyau grâce à la pompe, il ne remonte pas à plus de 10 mètres à peu près. Pourquoi ? Hein ? Eh bien, souvenez-vous du baromètre de Torricelli pour lequel on vient de calculer la hauteur d'eau. Okay ? Dans le cas du baromètre de Torricelli, à l'eau, on vient de calculer qu'on a une hauteur d'eau de 10,34 m. Ça, c'est la hauteur d'eau dans un baromètre. Hein ? Mais dans un baromètre, là-haut, au bout du tube, vous avez quoi ? Je ne le répéterai jamais assez. Là-haut, vous avez du vide. Ok ? Et quand vous avez du vide en haut du tube, la hauteur de la colonne est de 10,34 m. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la pompe par aspiration ? Une pompe, elle fait quoi à votre avis ? C'est quoi le boulot d'une pompe ? Une pompe qui aspire de l'air. Ça, c'est une pompe qui aspire de l'air et qui fait remonter de l'eau dans les tuyaux. Eh bien, la pompe, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle provoque une baisse de la pression. Okay ? Une pompe, c'est un instrument qui fait baisser la pression, et comme ça, tout ce qui est à une pression supérieure dans les alentours va se déplacer, si ça peut se déplacer, vers la pompe. Okay ? Donc la pompe ici, l'efficacité maximale qu'elle peut avoir, c'est quand elle fait diminuer la pression jusqu'à 0. Mais si la pression diminue jusqu'à 0, on est dans la situation du baromètre à eau, et donc la hauteur totale
qu'on peut atteindre avec la colonne d'eau est de 10,30 m et pas plus. C'est pour ça que quand vous voulez pomper de l'eau à une hauteur importante, vous ne devez pas prendre une pompe aspirante, mais une pompe refoulante. Une pompe aspirante, c'est une pompe que vous mettez en haut d'un tuyau, et puis votre pompe, elle aspire. Mais on vient de voir que cette pompe-là, elle est limitée à 10 mètres de haut. Maintenant, si vous mettez votre pompe en bas, ok, eh bien, cette pompe, elle va pousser votre liquide vers le haut, et là, il n'y a pas de limite, parce que cette pompe, elle pousse le liquide mécaniquement, le liquide, il va monter aussi haut que vous voulez. D'ailleurs, dans les immeubles de plus de 10 mètres de haut, il y a quand même de l'eau à partir du 3e étage. Okay, donc on arrive à pomper de l'eau, mais il ne faut pas le pomper avec une pompe aspirante, parce que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et puis bon, les pompes aspirantes, c'est encore toute une autre histoire. Vous avez des pompes qui sont aspirantes pour l'eau, donc quand vous avez de l'eau dans la pompe, ça marche, ça aspire, mais dès que vous avez de l'air dans la pompe, c'est fini. Enfin, vous avez toutes sortes de technologies de pompage, vous verrez un jour si vous vous intéressez à ça. Il y a différents types de pompes qui sont utiles pour différentes applications, mais la pompe par aspiration, elle n'arrive pas à faire monter un liquide plus haut que 10 mètres. C'est le même problème dans les arbres d'ailleurs. Hein. Il y a des arbres de plus de 10 mètres. Comment est-ce que l'eau monte à plus de 10 mètres? Eh bien, ce n'est pas par un phénomène de pression atmosphérique compensée, etc. C'est par d'autres phénomènes biologiques comme l'osmose, sauf erreur, que les plantes arrivent à remonter de l'eau plus haut que 10 mètres. Voilà. Vous avez encore des questions là-dessus? Donc, baromètre à eau, 10,35 m de hauteur d'eau. Et c'est la hauteur maximale que vous pouvez obtenir en aspirant de l'eau vers le haut. OK? Alors maintenant, Jacques va être assuré, on va faire le 3,5. Le 3,5, c'est la même chose que le 3,4, mais pour du mercure. D'accord? Donc là, c'est exactement la même chose, simplement qu'au lieu de vous donner la masse volumique de l'eau, on vous donne la masse volumique du mercure, et on vous demande la hauteur de la colonne de mercure quand la pression atmosphérique est celle au niveau de la mer. C'est exactement le même problème qu'ici. Okay. Ici, la pression atmosphérique indiquée par le baromètre, c'est le rho du mercure. Je vous rappelle que le symbole chimique du mercure, c'est Hg, pour une raison que je méconnais. Mais bon, les noms des symboles chimiques, il y en a certains dans une langue, certains dans l'autre langue. Par exemple, le fer, c'est le symbole français, Fe, hein, c'est pas IR pour iron. Par contre, le mercure, en allemand, ça s'appelle Quecksilber, et puis je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Hg, honnêtement. Okay, mais il y a toujours une langue d'origine. Alors, ρHg, disions-nous 13 590 ou 13 600 fois G fois H. Donc, comme pour l'exercice précédent, la hauteur, ce sera la pression atmosphérique divisée maintenant par le ρ du mercure fois G. Okay, comme le ρ du mercure est beaucoup plus élevé, la hauteur sera plus faible. Et donc, vous pouvez calculer 101 300 que vous divisez par 13 590 qui est la masse volumique du mercure, fois G que je prends à la même valeur que tout à l'heure. Et si vous faites ce calcul, ça va vous donner moins d'1 mètre, 101 300 divisé par 13 590 divisé par 9,81, ça nous fait 0,76 à peu près mètres, donc 76 cm. Okay, alors cette hauteur, je ne sais plus si on l'avait déjà calculée, mais cette hauteur-là, c'est la hauteur normale, la hauteur moyenne de la colonne de mercure dans un baromètre à mercure. D'ailleurs, sur les images de baromètre à mercure que je vous ai montrées, vous avez pu voir que ces appareils font à peu près 1 mètre de haut avec le cadre en bois autour, etc. Et la colonne de mercure, le tube lui-même, il fait environ 80-90 cm de haut, de manière que
cette valeur-là puisse apparaître clairement dans le tube. Voilà. Alors, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, les baromètres à mercure, c'est plus à la mode parce que le mercure, on sait maintenant que c'est toxique. En particulier quand c'est sous forme de vapeur. Et donc, c'est mieux de ne pas avoir de baromètre chez soi. C'est mieux de ne pas avoir de thermomètre à mercure. Alors maintenant, on a un petit exercice 3.6 qui est tout bête. Je vous pose, c'est le bon moment. On a fait les deux exercices. On a calculé la hauteur de la colonne d'eau. Vous vous souvenez qu'avec l'eau, la hauteur de la colonne, c'était 10,35 m. Et puis, avec le mercure, la hauteur de la colonne, c'était 76 cm. Donc, quel est l'avantage du mercure? Qu'est-ce que vous diriez? Vous avez une réponse à proposer? Mes élèves discrets que j'entends pas. Vous voulez pas ouvrir un micro pour me... Ah, la question c'était, pour quelle raison le liquide choisi dans un baromètre est généralement du mercure? On vient de voir la différence que ça fait. Pourquoi est-ce qu'on met du mercure? Voilà, parce que la masse volumique du mercure est grande, et donc H est faible. Okay. Alors on a choisi le mercure parce que c'est l'élément chimique avec la masse volumique la plus grande qu'on connaît et puis qu'on peut avoir dans un laboratoire ou dans une maison. Le mercure, c'est relativement facile à obtenir. Ça se trouve sans problème. Et donc, mais bon, à l'époque, on ne connaissait pas les problèmes de toxicité. Et donc, le mercure, ça convient bien pour faire des baromètres. Ça convient bien pour faire toutes sortes de choses que maintenant on ne fait plus, parce que c'est toxique. Bon, on a remplacé ça, et puis ça va très bien quand même. Ok. Vous avez encore des questions? Ouais, pardon. Parce que ρHg est grande, et donc H est faible. Avec du mercure. Avec du mercure. Je ne sais même pas où ça se trouve, le mercure, en fait. Il doit y avoir des mines de mercure. Le mercure, c'est un truc, il paraît, j'ai jamais fait le test avec ma bague, mais il paraît que si on met du mercure en contact avec de l'or, le mercure bouffe l'or très rapidement, c'est-à-dire qu'il se combine avec l'or. C'est pour ça qu'on utilise du mercure dans les mines d'or pour extraire l'or du minerai. Mais le problème, c'est que ce mercure est très polluant. Bref. Alors, on va regarder une autre application du principe de Pascal, relativement rapidement, parce que j'aimerais passer à la suite. C'est la presse hydraulique. Alors, la presse hydraulique, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici une représentation un peu étonnante, mais disons ça explique le principe de la presse hydraulique. Qu'est-ce que c'est qu'une presse hydraulique? Eh bien, vous avez un petit piston sur lequel vous appliquez une force qu'on nomme F1, et puis la surface du piston, c'est ce qu'on appelle S1. Et puis de l'autre côté, vous avez un énorme piston. Ici, vous avez de l'huile. On prend généralement de l'huile pour transmettre les forces dans les circuits hydrauliques plutôt que de l'eau. J'imagine que c'est parce que l'huile permet en même temps de lubrifier les systèmes. Je ne sais pas pourquoi on utilise de l'huile et pas de l'eau, mais disons, on utilise de l'huile dans les circuits hydrauliques, même si on les appelle hydrauliques. Et donc en face, vous avez une charge importante. Cette charge importante donne lieu à une force F2, et puis cette force F2 s'exerce sur une surface S2. Donc vous avez un piston qui est beaucoup plus grand de l'autre côté.
dans la réalité, c'est pas fait comme ça, mais vous avez par exemple 4 pistons de diamètre plus grand, etc. Vous avez ici une autre image de presse hydraulique. Ça, c'est une de ces presses qui exerce une très très forte pression sur les pièces que vous mettez là. Et évidemment, la mise sous pression du liquide qui est derrière le gros piston, elle va se faire par un plus petit piston qui se trouve dans la machine. Okay? Donc il y a toujours une histoire de 2 pistons de dimensions différentes dans les presses hydrauliques. Alors, comment est-ce qu'on va appliquer cette histoire? Okay? Eh bien, on va dire, par le principe de Pascal, on va dire que la pression à cet endroit-là, elle est égale à la pression à cet endroit-là. Okay? Et puis on va négliger les différences de hauteur de liquide parce que dans un cas comme ça, vous avez des forces très importantes qui sont fournies par les grosses charges qui sont mises sur la presse. Donc là, on va négliger la différence de hauteur entre ce niveau-là et ce niveau-là. Et donc on va pouvoir dire que la pression ici, P1, sous ce piston-là, est la même que la pression P2 sous le piston là. Okay? La pression ici, on va dire qu'elle est égale à la pression là. C'est ce qui vous est dit ici. Mais la pression, vous savez ce que c'est depuis le temps. Vous savez que la pression, c'est la force sur la surface. Donc la pression 1, c'est F1 sur S1. La pression 2, c'est F2 sur S2. Et donc vous arrivez à cette relation-là. F1 sur S1 égale F2 sur S2. Et maintenant, si vous voulez exprimer F2, la force qui s'exerce ici pour soutenir cette magnifique Porsche Carrera Vintage, eh bien, la force F2, ce sera F1 fois S2 divisé par S1. Okay? Donc, le rapport entre les forces F2 et F1 vous est donné par le rapport entre les surfaces des pistons S1 et S2. Okay? Donc en ayant un petit piston là et un gros piston là, vous avez S2 plus S1 qui sera beaucoup plus grand que 1, et donc vous aurez la force F2 qui est beaucoup plus grande que la force F1. Autrement dit, avec une petite force exercée sur un petit piston, vous pouvez modifier la pression dans tout le liquide, donc vous allez modifier la pression à la base de tout ce grand piston-là, et donc vous allez générer une force dans le piston, F2, qui est égale à P2 fois S2, qui est importante. Okay? Et ça va vous permettre de soulever des charges importantes. Vous avez des questions là-dessus? Non. Vous ne voulez pas m'entourer d'un peu de bruit de classe. Bon, alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Parce qu'en physique, malheureusement, on ne reste pas gratis. Donc, c'est bien joli de multiplier la force, mais, je ne vais pas passer des heures là-dessus, mais vous devez réaliser que si la force est plus grande sur le gros piston que le petit piston, eh bien, la hauteur que va parcourir le petit piston est beaucoup plus faible que la hauteur que va devoir parcourir le gros piston. Okay? Et donc, le petit piston va devoir avoir une course très grande pour déplacer tout ce volume de liquide qui est sous le grand piston. Et donc, en général, ce qu'on fait dans ce genre de situation, c'est qu'au lieu d'un piston, on met une pompe, on met un moteur. Et puis un moteur, c'est un piston qui tourne un certain nombre de fois. Donc on met un compresseur en fait à la place du petit piston. Okay, dans un vrai système. Ici, au lieu de mettre un petit piston, puis de devoir appuyer beaucoup sur le petit piston pour faire monter le grand piston de peu de choses, eh bien ici, on va mettre un compresseur, et puis ce compresseur, il va compresser le liquide ici, et donc il va faire lever l'autre côté. D'accord? J'ai pas envie de m'étendre là-dessus, je vous laisse le lire si vous voulez. Ce que j'aimerais, c'est commencer la force d'Archimède,
qui est le dernier point intéressant de ce cours, étant donné qu'il nous reste au minimum 2 cours, peut-être 3. Vous avez vu, vous avez probablement entendu par M. Janet que l'enseignement est prolongé jusqu'au 5 juin, donc ça fait une semaine de plus. Alors moi, soit je terminerai le cours la semaine du 5 juin, soit je serai à disposition pour des questions, pour les élèves qui ont des problèmes particuliers, on verra, ok? Mais j'aimerais bien terminer cette force d'Archimède avant la fin du cours. La force d'Archimède, vous en avez tous déjà un peu entendu parler. Vous avez entendu énoncer le principe d'Archimède. Est-ce que certains d'entre vous, est-ce que quelqu'un peut me citer le principe d'Archimède? C'est avec de l'eau. Ouais. Alors c'est quoi le principe d'Archimède? Tu te souviens? Ça commence par tout corps plongé dans un liquide. Ça te dit quelque chose? Tu te souviens plus? Alors il y a le principe d'Archimède pour les enfants qui est tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. D'accord? Mais il y a le vrai principe d'Archimède qui vous dit que tout corps plongé dans un liquide subit une force dirigée vers le haut égale au poids du liquide déplacé. Alors l'idée c'est de voir maintenant tout ce que ça veut dire. Le principe, la force d'Archimède, le principe d'Archimède, vous le vérifiez chaque fois que vous prenez un bain. Évidemment ça ne marche pas pour les gens qui prennent des douches. Okay? Mais si vous prenez un bain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, imaginez que vous avez ici votre baignoire. Voilà. Ça, c'est votre baignoire. Vous avez une baignoire stylisée d'époque. Et puis, dans cette baignoire, il y a de l'eau jusqu'à un certain niveau. OK. Et puis vous, quand vous vous mettez dans la baignoire, quand vous vous mettez dans l'eau, hein, vous savez bien que vous pesez moins lourd, vous avez l'impression de peser moins lourd que quand vous êtes dans l'air. Vous avez remarqué ça. Dans la baignoire, dans une piscine, n'importe où, dans l'eau, vous avez l'impression de flotter, alors que dans l'air, vous sentez votre poids. Et si vous voulez vraiment sentir cette différence, bien vous prenez un bain très chaud, et puis à la fin du bain, vous laissez l'eau s'écouler et vous-même vous restez dans la baignoire, vous verrez qu'avec le corps engourdi par la chaleur de l'eau, etc., vous allez vous trouver extrêmement lourd quand il n'y a pas d'eau. Alors, dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps, il va subir une force de pesanteur vers le bas, évidemment, mais votre corps, il va aussi subir une force vers le haut, qu'on appelle la force d'Archimède, qui dans le cas de l'eau va pratiquement, j'aurais dû faire la flèche un peu plus longue, dans le cas de l'eau, la force d'Archimède va pratiquement compenser la force de pesanteur et vous allez donc flotter dans l'eau, vous n'allez pas couler. Okay? Le fait que les deux forces se compensent, c'est lié au fait que la masse volumique d'un corps humain, c'est à peu près la masse volumique de l'eau. Si vous prenez un corps humain, c'est fait d'eau à 70%, donc c'est assez naturel que la masse volumique moyenne d'un corps humain soit proche de celle de l'eau. Donc quand on est dans l'eau, en gros, on flotte. Et donc cette force d'Archimède qui s'exerce vers le haut, cette force d'Archimède, quand j'énonce le principe d'Archimède, on dit qu'elle est égale au poids du liquide déplacé. Ah, c'est quoi le liquide déplacé? Le liquide déplacé, c'est le liquide qui se trouvait à l'endroit où maintenant il y a votre corps. En mettant votre corps dans l'eau, vous avez déplacé l'eau de là où elle était, puis l'eau, évidemment, il a fallu qu'elle aille un poil plus haut. Quand vous rentrez dans la baignoire, le niveau d'eau, il monte un petit peu. Okay? Et donc, cette augmentation de niveau d'eau que vous observez quand vous rentrez dans la baignoire, eh bien, c'est l'eau que vous avez déplacée. L'eau qui était bien homogène dans la baignoire, puis vous êtes rentré dedans, ça a obligé l'eau à monter.
Okay? Donc ça, c'est le volume d'eau déplacé. Okay? Donc, moi, j'ai dit que la force d'Archimède, c'était le poids du liquide déplacé. Alors le poids, un poids, c'est une masse fois G. OK? Et puis cette masse, on va l'exprimer comme le rho du liquide fois le volume. Et donc finalement, on va arriver, mais ça c'est à la fin du chapitre, on va arriver à cette formulation que la force d'Archimède, c'est le rho du liquide fois le G fois le volume de l'objet qui se trouve dans l'eau. Okay? Le volume de l'objet, c'est le volume de liquide déplacé. Et puis vous multipliez ça par G, par rho du liquide, et vous obtenez la force d'Archimède. Okay? On va reprendre tout ça, c'était juste pour vous expliquer la chose. C'est la même chose pour un bateau. Okay? Vous avez un bateau. Ce bateau, il a une certaine masse, donc une certaine force de pesanteur qui est donnée par masse fois G, qui le tire vers le bas. Mais ce bateau, il a aussi une partie immergée, il a un volume immergé, et sur ce volume immergé s'exerce la force d'Archimède. Donc il y a une force d'Archimède qui va être cette fois dirigée vers le haut, enfin de la même manière, et la force d'Archimède va être égale et opposée à la force de pesanteur. C'est comme ça que le bateau flotte. D'ailleurs, le bateau règle son niveau de flottaison à l'endroit où la force d'Archimède est égale à la force de pesanteur. Bon, vous inquiétez pas, on reviendra à tout ça. Ok? On va maintenant calculer d'une autre manière la force d'Archimède. On va voir un autre point de vue, on va se dire, ok, j'ai un objet qui est dans l'eau, qui est immergé dans l'eau ou dans un fluide. Hein. Je dirais peut-être des fois eau, mais ça veut dire fluide. Tout ce que je fais là, ça s'applique à tous les fluides, y compris l'air. Ok? Donc on considère cette situation. Vous êtes toujours là, c'est bon? Parce que moi, j'entends rien. Hein. Vous êtes là, tout le monde. Ok. Vous voulez pas ouvrir un micro? Non, juste non. Non, bon, ok. Alors, vous avez un objet qui est dans l'eau. Et puis, cet objet, eh bien, évidemment, le fond de l'objet, il ressent une pression plus grande que le sommet de l'objet. Okay? Ici, je vais mettre ça en rouge. Ici, on a quelle pression en dessous de l'objet? Quelle est la pression? Eh bien, la pression, c'est ρGH. On a vu, la pression, c'est ρGH. Mais quelle est la hauteur ici? C'est pas marqué sur ce dessin. Est-ce qu'il y a H1 quelque part? Non, il n'y a pas H1. Mais la pression ici, c'est ρGH plus H1, où H1 est cette profondeur-là, et puis H est l'épaisseur de l'objet. Okay? Et en haut, on a une pression qui est différente. La pression P1, elle est différente parce qu'on est plus haut, okay, dans le liquide. On est moins profond dans le liquide. Donc vous allez avoir une différence de pression entre le bas de l'objet et le haut de l'objet. Et la pression en bas de l'objet, elle va exercer une force vers le haut. La pression en haut de l'objet, elle va exercer une force vers le bas. Alors ces forces vont en partie se compenser, mais comme la force vers le bas est plus élevée, eh bien la résultante sera une force vers le haut qu'on appelle la force d'Archimède. C'est aussi bête que ça. Okay? La force d'Archimède résulte tout simplement d'une différence de pression entre le bas d'un objet immergé et le haut d'un objet immergé, parce que le bas et le haut ressentent des pressions différentes parce que le bas est plus profond. C'est tout. Et alors la différence de pression, elle ne dépend pas de la profondeur. Ça fait que votre force d'Archimède, elle sera la même à toutes les profondeurs. Elle n'augmente pas la force d'Archimède quand vous descendez. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on prend ici? Définissons les constantes et suivons ce raisonnement. Ok?
vous avez M, la masse de l'objet. Donc vous imaginez que cet objet-là que vous immergez dans l'eau a une masse M, il a une masse M et un volume V. Rho de l'objet, c'est la masse volumique de l'objet. Rho fluide, c'est la masse volumique du fluide. S, c'est la surface en haut et en bas de l'objet. On a pris un objet rectangulaire pour rendre les choses plus simples. Ça marche avec des objets quelconques, simplement les calculs sont plus compliqués. Et puis H, c'est la hauteur de l'objet. Et vous avez le volume de l'objet qui est donné par la surface fois la hauteur. Ok ? Alors, on commence par dire, selon le principe de Pascal, les pressions P3 et P4 sont identiques. P3 et P4, j'en ai pas encore parlé parce qu'on va justement les négliger. Ce sont les pressions sur les côtés de l'objet. Eh bien, les pressions sur les côtés de l'objet, elles vont se compenser parce que la pression P4 donne lieu à une force vers la gauche, la pression P3 donne lieu à une force vers la droite. Ces deux forces sont égales et opposées par le principe de Pascal qui dit qu'à même profondeur, vous avez même pression. Donc ces deux forces-là s'annulent et donc on n'a pas besoin de tenir compte des parois verticales de l'objet. On va tenir compte uniquement des parois horizontales. Okay ? Donc on vous le dit ici, par contre la pression P2 en bas de l'objet est plus grande que la pression P1, car la surface inférieure du corps se trouve à une plus grande profondeur du liquide. Donc vous pouvez maintenant exprimer la pression P2 en bas de l'objet comme étant égale à la pression P1 plus la pression partielle de la colonne de liquide de hauteur H qui est entre les deux. Alors, il n'y a pas de colonne de liquide entre les deux, il y a l'objet, mais la colonne de liquide, si vous la prenez à côté de l'objet, il n'y a aucune différence. Okay ? Par le principe de Pascal, vous êtes là, vous vous déplacez, vous calculez votre différence de pression, puis vous vous déplacez de nouveau, et vous avez votre résultat. Donc la pression P2, c'est la pression P1 plus ρGH. Maintenant, on va regarder, donc ça F3, F4, on l'a déjà dit. Maintenant, on va regarder la force F1 et ensuite la force F2. La force F1, c'est celle qui s'exerce au sommet de l'objet. Vous savez que la pression, c'est égal à la force sur la surface. Donc, la force F1, c'est la pression P1 fois la surface. Très bien. Ensuite, on exprime la masse M de l'objet. Faites attention à ne pas confondre l'objet et l'eau. Okay. Ensuite, on exprime la masse M de l'objet comme ρ objet fois B. Ben oui, vous savez que ρ de l'objet, c'est la masse de l'objet divisée par son volume. Okay. Donc la masse, en multipliant par V, c'est le ρ de l'objet fois B. Et puis V, on peut l'écrire comme la surface fois la hauteur. Donc la masse de l'objet, c'est ρ objet SH. Ok. Alors maintenant, on se tourne vers la force F2. La force F2 de la même manière que là, parce que P2 égale F2 sur S. De la même manière que ici, la force F2, c'est la pression P2 fois la surface. Et puis la pression P2, on l'avait calculée là. Okay. Donc on va remplacer P2 par l'expression qu'on avait trouvée là-haut. P1 plus ρ fluide GH. Okay. Et c'est fois S. Le S, il reste de là. Le P2, il vous donne ça. Maintenant, si vous distribuez tout ça, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne P1 fois S plus ρ fluide, G et puis SH qui fait le volume. Ok? P1 fois S, attends, si ça se lit pas bien, ça c'est P1 fois S, si tu veux je peux me rapprocher, ok, ça c'est P1 fois S,
plus ρ fluide GHS. Mais H fois S, c'est le volume. Donc ça, c'est P1 fois S plus ρ fluide GV. OK? Et là, on te le dit d'ailleurs en développant F2 égale P de S égale P1S plus ρ fluide GHS avec V égale SH et puis F1 égale P1S. Tu retrouves cette différence-là. OK? Et la différence entre les deux forces, eh bien, ça, c'est justement la force d'Archimède. La différence entre la force F2 qui s'exerce au fond de l'objet et la force vers le haut et la force F1 qui s'exerce au sommet de l'objet vers le bas, cette différence de deux forces qui résulte vers le haut, c'est la force d'Archimède. Hein? Si vous voulez un petit dessin explicatif, je vous recommande de le faire. Vous prenez votre objet. En bas de l'objet, ah pardon, oui, parce que je me suis mis trop en zoom. Donc, attendez, laissez-moi refaire ce dessin un peu mieux. OK? Quand j'ai un objet qui est immergé dans un fluide, OK? On a une force F1 qui s'exerce vers le bas depuis la surface supérieure de l'objet. Cette force F1 est plus faible que la force qui s'exerce vers le haut de l'objet. Je la dessine un peu à côté pour pas que ça se marche dessus. Cette force F1 est plus faible que la force F2 qui s'exerce depuis le bas de l'objet puisque la pression en bas de l'objet est plus grande. Alors maintenant, si vous prenez simplement les intensités de cette force que vous faites F2 moins F1, eh bien ça vous donne un résultat non nul et on vient de montrer que cette différence de force F2 moins F1, c'est juste le ρ fluide fois G fois V. OK? Et ça c'est la force de pesanteur du liquide déplacé. Ça, c'est le poids du liquide déplacé. Pourquoi est-ce que ça, c'est le poids du liquide déplacé? Le volume, c'est le volume de l'objet. OK? Ρ fluide fois V, c'est une masse de fluide qui occupe un volume V. Donc ça, ρ fluide fois V, c'est une masse fois G, c'est un poids. OK? Donc cette force, c'est le poids du liquide qui se trouvait à l'endroit où on a mis l'objet. C'est comme si vous preniez l'objet et puis que vous preniez une quantité d'eau équivalente au volume de l'objet. Voilà. Alors maintenant, le raisonnement, il continue. Hein. Je vais relever un peu la caméra, sinon on ne voit rien. Le raisonnement, il continue. Parce que maintenant, vous avez cette force d'Archimède qui est F2 moins F1, mais en même temps, vous avez la force de pesanteur et vous voulez savoir quelle sera la force résultante sur l'objet. OK? Donc, la force résultante, ce sera la force de pesanteur moins cette force qui est dirigée vers le haut. Hein? On refait le dessin maintenant. On prend notre objet qui est immergé dans l'eau. Cet objet, il a une force de pesanteur qui est égale à la masse de l'objet fois G. D'accord? Et puis cet objet, il est soumis à un ensemble de deux forces F1, F2, okay, dont la résultante est dirigée vers le haut. Hein? Et cette résultante, on a déjà vu à la page précédente que c'était ρ fluide GV. Maintenant, la force de pesanteur, eh bien, la masse de l'objet, vous pouvez l'écrire comme ρ objet fois V. Donc, la force de pesanteur, ce sera ρ objet fois G fois V. Okay? Regardez maintenant la différence intéressante qu'il y a entre ces deux forces. La force de pesanteur, c'est
le rho objet fois G fois V. La force d'Archimède, c'est le rho fluide fois G fois V. Et si vous faites la différence des deux maintenant, en suivant ce calcul, ce que vous trouvez, c'est que la force résultante qui agit sur un objet immergé, c'est la différence de masse volumique entre l'objet et le fluide fois G fois V. Vous voulez que je refasse tout ce raisonnement sur une feuille? Fp égale ρ objet fois G fois V. Ça, c'est objet. Alors qu'en haut, c'était ρ fluide. Vous avez compris le truc? La différence de force entre le haut et le bas de l'objet, c'est lié uniquement à l'effet de l'eau. Donc c'est quelque chose qui va dépendre de la masse volumique de l'eau. C'est ce qu'on appelle la force d'Archimède, ce terme-là. Et puis la force qui s'exerce vers le bas, elle dépend du ρ de l'objet, parce que plus l'objet est dense, plus il va couler vite. Ok? Et vous obtenez finalement une force résultante qui est ρ objet moins ρ fluide GV. Alors, si la force résultante est positive, qu'est-ce que ça veut dire? Alors faites attention aux signes. La force résultante ici, on l'a définie comme ça. Donc la force résultante, elle a le même signe que la force de pesanteur. Okay? Donc si la force résultante est positive, ça veut dire qu'elle est dirigée vers le bas. D'accord? Parce que votre force résultante, je réécris cette formule-là, c'est la force de pesanteur moins la force d'Archimède. Ça c'est la force d'Archimède. Okay? Donc la force résultante est vers le bas, la force d'Archimède est vers le haut. Okay? Et quand la force de pesanteur est plus grande que la force d'Archimède, la force résultante est vers le bas. Et puis dans le cas contraire, eh bien, la force résultante, elle agit vers le haut, c'est-à-dire que vous avez une force résultante, une force de pesanteur faible, et puis une force d'Archimède élevée vers le haut. Alors, cette force FA égale ρ fluide GV s'appelle la force d'Archimède, et vous voyez, comme je vous l'ai déjà expliqué, ρ fluide fois V, c'est la masse du fluide qui occupait l'espace où se trouve maintenant votre objet. Ça, c'est la définition de la force d'Archimède. La force d'Archimède, c'est ρ fluide GV, et donc elle agit toujours vers le haut, parce que la force est plus forte sur la surface inférieure vers le haut que sur la surface supérieure vers le bas. On en arrive à la formulation du principe d'Archimède. Tout objet plongé dans un fluide subit une force dirigée du bas vers le haut, égale à la force de pesanteur ou poids. Okay? Force de pesanteur, ça veut dire la même chose que poids du liquide qu'il déplace. Okay? Et puis il y a une chose qui est très importante, c'est que si ρ objet est plus grand que ρ fluide, donc si l'objet, je suis plus bas, si l'objet a une masse volumique plus grande que la masse volumique du fluide, alors il coule, ben oui, parce que vous avez ici la force résultante ρ objet moins ρ fluide. Si ρ objet est plus grand que ρ fluide, la force résultante est positive, et on a vu que quand la force résultante était positive, à cause du choix de convention, ça voulait dire que la force était vers le bas. Okay? Donc un objet qui est plus dense que l'eau coule. Ça, vous le saviez. Vous savez que si vous mettez un bloc de métal dans l'eau, il va couler. Okay? Si vous mettez un caillou dans l'eau, il va couler. Alors le métal, c'est 7-8 000 kg par mètre cube, donc c'est beaucoup plus dense que l'eau. Les cailloux, c'est 2, 3, 4, 5 000 kg par mètre cube, c'est beaucoup plus dense que l'eau.
Ok, tous les objets plus denses que l'eau coulent. Si les masses volumiques des objets sont les mêmes, eh bien dans ce cas, vous reprenez cette équation, si ρ objet est égal à ρ fluide, ça va vous donner 0, la force résultante sera 0. Ça veut dire que dans ce cas, l'objet, il va ni couler, ni flotter. Et on a cette expression amusante pour dire l'objet va flotter entre deux eaux. Alors si vous voulez faire ça, c'est très simple à faire. Vous prenez un sac plastique, vous le remplissez d'eau, ça vous fait un objet indépendant, okay, rempli d'eau, qui a la même masse volumique de l'eau que l'eau, puisque vous avez mis de l'eau dedans. Eh bien, vous mettez ce sac plastique contenant de l'eau dans l'eau, il va ni couler ni flotter, il va rester à la même hauteur. Et après, il va se faire bouffer par une tortue marine. Et puis, on va être embêté. Et puis, si la masse volumique de l'objet est plus petite que la masse volumique du fluide, dans ce cas-là, la force résultante est négative, donc l'objet va monter et se mettre à flotter à la surface, et puis après on déterminera encore les conditions de flottaison. Alors, c'était un petit peu lourd comme théorie. Vous voulez que je refasse ce raisonnement de manière un peu différente, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Oui, oui. Laissez-moi vous refaire ce raisonnement de manière peut-être un peu plus synthétique, parce que je vous ai dit plein de choses. Je prends un objet, je le mets dans l'eau. Cet objet, c'est évidemment un objet à 3 dimensions. Okay, je le mets dans un fluide. Là, j'ai un fluide. D'accord? Qu'est-ce que j'ai comme force qui s'exerce sur cet objet? Si je regarde les forces séparément, j'en ai 3. J'ai une force ici qui s'exerce vers le bas que je vais appeler F1. Okay? Et cette force F1, c'est quoi? Ça, c'est une force due à la pression du liquide là-haut. Là-haut, j'ai une pression P1. Donc la force F1, c'est P1 fois la surface. On imagine que l'objet a la même surface en haut et en bas, c'est un objet régulier. Okay? Ça vient de P1 égale F1 sur S, donc F1 égale P1 fois S. Okay? En bas, j'ai une pression P2 qui est plus élevée. Elle est plus élevée de combien? Eh bien, vous pouvez le calculer. Si cet objet a une certaine hauteur H, la pression P2, c'est P1 plus ρ liquide fois G fois H. Ça c'est des formules que vous comprenez. P1, c'est la pression là. Entre cet endroit-là et cet endroit-là, il y a une colonne de liquide qui donne lieu à une pression partielle. La pression partielle de cette colonne de liquide, c'est ρ liquide fois G fois la hauteur H de l'objet. Okay? Donc maintenant, la force F2, c'est P2 fois S, et P2 fois S, c'est P1 plus ρ liquide GH fois S. Okay? Donc ça vous donne P1 fois S. Je suis en train de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là je vous l'écris. Okay? Ça fait P1 fois S plus ρ liquide GHS. Mais H fois S, la hauteur fois la surface, c'est le volume. D'accord? Donc ça, c'est maintenant égal à P1 fois S plus ρ liquide GV. D'accord? Et puis P1 fois S, c'est F1, on l'avait défini là. Donc là, on a F2 égale F1 plus ρ liquide GV. Donc on peut écrire que F2 moins F1, c'est égal à ρ liquide GV. Okay? Et cette force-là, c'est la force d'Archimède.
Alors moi, je vous suggère quand même de l'ajouter dans le cours parce que c'est vrai qu'on vous le dit un peu tard que c'est la force d'Archimède, cette histoire. Ok? Vous pouvez le rajouter ici, c'est peut-être mieux, en bas de la page 15. Je l'ai ajouté tout à l'heure, mais make sure que vous l'avez ajouté aussi. Ok? Ça, c'est bien la définition de la force d'Archimède. D'ailleurs, on vous le dit après. Ok? F2 moins F1, c'est la force d'Archimède, c'est la force résultante entre celle qui s'exerce en bas de l'objet vers le haut et celle qui s'exerce en haut de l'objet vers le bas. Ok? Donc là, on a notre force d'Archimède. Super. Mais la force d'Archimède, c'est pas tout, parce que l'objet, il a un poids. Hein? Donc maintenant, il faut essayer de calculer le poids de l'objet. Alors, quelle est la force de pesanteur sur l'objet? Ben, la force de pesanteur, vous la connaissez. C'est la masse de l'objet fois G. Okay? Mais la masse de l'objet, vous savez qu'on peut l'écrire comme ρ objet fois le volume fois G. Là, ça, c'est la masse de l'objet. La masse de l'objet, c'est le ρ objet fois le volume. Et puis G, il reste. Et de cette manière, on a deux formulations équivalentes pour la force d'Archimède et pour la force de pesanteur, qui les deux font appel au volume de l'objet, qui les deux font appel à la gravitation terrestre, mais la force d'Archimède dépend uniquement du ρ liquide et la force de pesanteur dépend uniquement du ρ objet. D'accord? Ok? Alors si maintenant je cherche la force résultante, sachant que sur un objet donné, la force de pesanteur agit vers le bas et la force d'Archimède agit vers le haut, ça c'est toujours vrai. Ok? Si vous voulez avoir la force résultante, vous pouvez l'écrire comme ça, Fp moins Fa. En faisant ce choix-là, vous avez déterminé que la force résultante serait positive quand la force de pesanteur est plus grande que la force d'Archimède et négative quand la force de pesanteur est plus petite que la force d'Archimède. Autrement dit, quand la force résultante est positive, l'objet coule. Quand la force résultante est négative, l'objet flotte. Ok? Et quand elle est nulle, l'objet flotte en deux eaux. Donc là, maintenant, je prends la force de pesanteur, c'est ce mec-là. Ça, c'est ρ objet GV, moins la force d'Archimède qui est ρ liquide GV. Et vous voyez que je me retrouve avec cette équation. Ρ objet moins ρ liquide GV pour la force résultante. Ça, c'est pas la force d'Archimède, c'est la force résultante. La force d'Archimède, elle aide toujours un objet à flotter. Elle va toujours diminuer votre poids dans l'eau. Ok? Mais la force résultante, elle va déterminer si un objet flotte ou pas. Si cette force résultante est positive, l'objet coule, on l'a vu à cause de la définition. Ok? Ça veut dire que si le ρ de l'objet est plus grand que le ρ liquide, eh bien l'objet coule. Bah oui, c'est normal, les objets plus denses que l'eau coulent. Si la force résultante est égale à 0, ça veut dire que le poids de l'objet et la force d'Archimède se compensent et donc l'objet va rester en deux eaux. Et puis, si la force résultante est négative, ça veut dire que le ρ de l'objet est plus petit que le ρ du liquide et donc l'objet, il va remonter et il va flotter. Voilà. C'est peut-être un peu plus court que le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure en suivant le cours, je ne sais pas. Ok? Bon, ça fait beaucoup de choses pour aujourd'hui. On va faire un peu de théorie et on va faire un peu d'exercice. On va s'arrêter là avec la théorie. La semaine prochaine, je vous montrerai une vidéo qui illustre l'expression de la force d'Archimède. C'est une expérience que vous pouvez faire. Elle est décrite ici. Ok.
Vous prenez une masse, vous la mettez dans l'eau, mais l'eau, elle est contenue dans un récipient qui est rempli déjà à ras-bord. Donc quand vous mettez la masse dans l'eau, votre récipient qui est rempli à ras-bord, il se vide dans un petit récipient à côté. Et comme ça, vous pouvez connaître la quantité d'eau déplacée. Ça c'est l'eau déplacée. Et donc, vous verrez que la force d'Archimède est égale à la masse, au poids. Et si vous pesez cette eau déplacée, c'est égal au poids du liquide déplacé. Reprenons quelques exercices. Non, peut-être prenons. Vous êtes toujours avec moi ou je vous ai complètement paumé? Je suis un peu inquiet, en plus je vous entends pas. Hein? Comment ça va? Allô? Ça va? Bon. Alors maintenant, Jacques, tu vas me dire, puisqu'il n'y a que toi qui daigne me parler. Ok? Jacques, il va dans le lac et il va dans la mer morte. Alors on va supposer que le lac et de la mer morte ont des formes comme ça. Si Jacques flotte à peu près comme ça quand il est dans le lac, hein, ça on va dire que c'est Jacques, ça c'est Jacques dans le lac. Jacques dans la mer morte, il va flotter comment? Plus haut, plus bas? Plus haut, ok? Jacques dans la mer morte, il va avoir le corps qui sort beaucoup plus de l'eau que dans le lac. Tu t'es déjà baigné dans la mer morte, Jacques? Ah, eh ben moi oui. Alors effectivement, on flotte beaucoup plus. Et c'est très étonnant. Quand on rentre dans l'eau, dans la mer morte, on a l'impression que c'est pas normal. Ça, même quand on met une jambe dans l'eau, on sent que le poids de sa jambe, il est nettement plus faible. Vraiment, on remarque une différence. Pourquoi est-ce que dans la mer morte, Jacques, il flotte mieux que dans le lac? Voilà, parce qu'il y a du sel. Alors, le rho de l'eau du lac, on va dire que c'est 1000 kilos par mètre cube, à peu près. Okay. L'euro de la mer morte, très honnêtement, je ne le connais pas, mais on va regarder, on va être autour de 1050 ou de 1100 kilos par mètre cube, je pense. Je vais juste chercher l'euro de la mer morte. Simplement, vous pouvez pas voir ce que je fais. Masse volumique aux mers mortes. Donc la mer morte, pour ceux qui sont pas forts en géographie. Vous voyez mon écran là? Ah oui, vous voyez, ok. Donc là, on a des photos de gens qui se baignent dans la mer morte. Alors évidemment, c'est le grand truc de lire son journal, par exemple, dans la mer morte. Tout le monde fait la photo du gars en train de lire son journal dans la mer morte. Oui, parce que dans la mer morte, vous flottez beaucoup plus haut. Et donc, vous pouvez lire votre journal sans problème. Alors, tout le monde fait cette photo-là. Il y a un endroit dans la mer morte, je ne sais pas si c'est exactement là que je me suis baigné, mais il y a un endroit qui est absolument extraordinaire, qui ressemble à ça, qui s'appelle Galezoar. C'est dans le sud de la mer morte. Et il y a tellement de sel dans cette mer que vous avez des petites montagnes de sel qui dépassent de l'eau. Okay, et au fond de la mer, vous n'avez pas du sable. Ce qui est blanc que vous voyez là, c'est du sel. Okay, donc vous marchez sur du sel, c'est d'ailleurs très agréable. Il faut juste pas avoir de blessure aux pieds parce que là, ça vous fait hurler. Okay, donc si vous avez une fois l'occasion d'aller au bord de la mer morte, là j'ai pas d'image autre à vous montrer, regardez. Essayez. Alors, masse volumique eau, mer morte. Évidemment, maintenant, je suis parti sur les images, mais si je cherche la masse volumique, quelle est la masse volumique? Vous avez 275 grammes par litre de sel. Ok, et quelle est la masse volumique? Ils veulent pas nous la donner ou quoi? Ah.
Bon, les aspects bibliques, ça m'intéresse pas vraiment. Écologie de la mer morte, avec l'hypersalinisation. Ils peuvent pas donner la masse volumique, ça doit être des biologistes qui ont écrit ça à tous les coups. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vie dedans, quoi. Tac. Écoutez, je vois pas la masse volumique, donc on va faire une hypothèse parce que là, j'ai pas envie d'y passer la journée. Ok, donc, ou alors on va aller ailleurs que sur Wikipédia. Eau de mer, voilà, bon, peut-être qu'ici, on vous dira la masse volumique d'eau de mer est environ 1025 grammes par millilitre, donc kilo par mètre cube. Ouais. Écoutez, on va prendre 1100. Je sais pas. On va prendre 1100. Ok. On va dire, où est-ce que j'étais? J'étais là. On va dire que dans la mer morte, on a une masse volumique de 1100 kg par mètre cube. Okay. Alors, si je vous donne la formule, si je vous recopie la formule de la masse volumique, de la force résultante, c'est ça. Okay. Et si maintenant on veut analyser pourquoi Jacques flotte mieux dans la mer morte que dans la masse volumique, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ρ de l'objet. Alors ρ de l'objet, c'est Jacques. Okay. Jacques, on va supposer qu'il fait à peu près 1000 kg par mètre cube. Il a à peu près la masse volumique de l'eau, comme tout corps humain. C'est peut-être un poil plus, mais bon. Et puis, le ρ du liquide, bah, il est dans l'eau du lac, donc c'est 1000 moins 1000 GV, ça fait 0. Okay. La force résultante, elle est de 0 newton dans le lac. Ça veut dire qu'il flotte normalement, mais il est quand même dans l'eau. Donc ça, c'est le lac. Okay. Dans la mer morte, la force résultante, elle vaut quoi? Elle vaut la masse volumique de Jacques qui n'a pas changé, c'est toujours le même, moins la masse volumique de la mer morte qui, elle, a changé. Okay. Et donc ça nous fait moins 100 fois G fois V. Alors, moins 100 fois G fois V, 1000 moins 1100, ça fait moins 100. Ça nous fait combien, ça, de force? 100 fois G, G c'est environ 10, ça fait moins 1000, et puis le volume de Jacques, combien il fait le volume de Jacques? Je ne sais pas, il doit faire un quart de mètre cube, même pas, il doit faire à peu près 80 litres, Jacques. Hein? Parce que Jacques, il pèse à peu près, il a une masse d'à peu près 80 kg. Comme la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, 80 kg, ça veut dire qu'il fait 80 litres. Et 80 litres, c'est 0,08 mètres cubes. On est bien d'accord avec ça? 80 litres, c'est 0,08 mètres cubes, vu que 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Alors, on fait le calcul. Tac, tac, tac. Ça fait 80 newtons. 80 newtons contre la force de pesanteur de Jacques qui est combien? La force de pesanteur de Jacques, c'est la masse de Jacques fois G. Si on prend 80 kg par G, ça fait environ 800 newtons. Donc vous voyez que la force résultante est de 80 newtons sur une force de pesanteur de 800 newtons. Ça représente à peu près une force égale à 10% du poids de Jacques qui le pousse vers le haut. Et c'est bien à peu près ça qu'on ressent quand on est dans la mer morte. Donc quand vous avez un liquide de masse volumique plus élevée, eh bien, vous avez une portance plus grande de l'eau, si vous voulez. Je vais vous montrer un truc. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Pour faire un petit peu diversion de tout ça, je vais vous montrer une chose.
vous imaginez bien que si vous prenez un liquide de masse volumique très élevée, eh bien, ce liquide, il va faire flotter les objets beaucoup mieux. Okay, on a vu que la mer morte fait flotter les gens beaucoup mieux que la mer normale et que le lac à plus forte raison. Mais si vous prenez un liquide qui est très très dense, comme le mercure, okay, eh bien, vous pouvez faire flotter toutes sortes de trucs sur le mercure. Alors, on va regarder quelques vidéos. Je sais pas. Alors, Experiment Boy, bon, j'ai un peu peur, mais on va essayer. Il s'est trouvé du mercure. On va regarder Experiment Boy. OK? Oh là là, on l'entend pas. Alors, ça fait rien, je vais faire le commentaire. Experiment Boy, il a du mercure à droite. Attendez, je vais agrandir. Ah voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Experiment Boy? C'est pas mal ce qu'il fait. Il prend une certaine masse d'eau, hein, il prend, je sais pas, c'est 2 décilitres d'eau, ça fait 193 grammes, ok. Puis il prend la même quantité de mercure, ça fait 13,6 fois plus. Hein, vous faites 200 grammes fois 13,6, vous obtenez ça. Ok. Là, vous avez 2000, 2600, 2700 à peu près grammes de mercure. Vous voyez le mercure, l'aspect qu'il a, cet aspect métallique. Okay, et maintenant, on continue. Donc ça, c'est une image très amusante qui est complètement contre-intuitive. Vous avez une clé en acier. Hein. L'acier, c'est un mélange de fer avec un petit peu de carbone. C'est tout simplement ça. Okay, donc l'acier qui est là, il a une masse volumique de 4, 5, 6 000 kg par mètre cube, je ne sais pas exactement. Vous savez très bien que si vous prenez une clé comme ça, que vous la mettez dans l'eau, elle coule. Si vous la mettez dans l'huile, elle coule aussi. Si vous la mettez dans toutes sortes de choses, elle coule. Mais si vous la plongez dans du mercure, elle flotte. Okay, et elle flotte pourquoi? Parce que la force d'Archimède est tellement grande, à cause de ce liquide, le mercure, qui est tellement dense, que les objets de masse volumique plus faible flottent. Okay, et vous voyez que si on pousse la clé vers le bas, ben elle remonte, comme si c'était un bout de bois à la surface de l'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu le son. Ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il a mis un morceau de plomb. Alors le plomb, effectivement, c'est un matériau qui est lourd, qui a une masse volumique élevée, qui n'est pas aussi élevée que celle du mercure, mais elle s'en approche. Et donc le plomb flotte moins bien dans le mercure que les autres métaux, tout simplement parce que le plomb a une masse volumique plus élevée. Non, alors j'ai trouvé bien Experiment Boy. Il a bien fait son truc, sans fioriture, c'est propre, c'est net, hein. C'est très bien. Vous avez aimé Experiment Boy? Hein? Non, je sais pas. Vous êtes là toujours? Ok. Bon. Alors, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Essayons de faire quelques exercices euh, et puis on va arrêter. Donc, je reprends ce truc. Voilà. Et puis, on va reprendre l'exercice 4.2. C'est des exercices de compréhension. D'après votre expérience personnelle, un être humain qui se baigne dans un lac, flotte-t-il, coule-t-il ou reste-t-il sur place? Qu'est-ce que vous en diriez? Quand vous vous baignez dans un lac, vous coulez, vous flottez? Oui,
tu nages. Si tu nages pas, il se passe quoi? Si tu restes immobile. Si tu restes immobile, tu flottes. En fait, ce qui se passe dans un lac, pour être assez précis, et puis je vous encourage à faire l'expérience chez vous dans votre baignoire, c'est la chose suivante. Ça, c'est le lac, ok? Ça, c'est vous. Ça, écoutez, je vais dessiner des gens, je vais les dessiner comme ça, ce sera plus simple, ok? Ça, c'est par exemple Jacques. Jacques, quand il a les poumons vides, il flotte pas super bien, ok? Et Jacques, dans le même lac, quand il a les poumons pleins, il flotte beaucoup mieux. Pourquoi? Vous avez une idée? Pourquoi les poumons jouent un rôle dans cette histoire? Ouais, t'as dit au bol, ça se sent. T'as essayé de placer pression. C'est pas tout à fait ça, ok? Quelle est la masse volumique de Jacques ici? La masse volumique, c'est environ celle de l'eau, hein, parce que son corps, on a dit qu'il avait environ la masse volumique de l'eau, vu qu'un corps humain, essentiellement, c'est fait d'eau. Mais ici, quelle est la masse volumique? Quand Jacques a rempli ses poumons d'air, est-ce que sa masse volumique moyenne, elle a augmenté ou elle a diminué? Quand vous remplissez vos poumons d'air, vous augmentez le volume de votre corps en augmentant très peu sa masse. La masse de l'air que vous inspirez, elle est négligeable, ça doit être 1 ou 2 grammes. Okay? Donc, ce qui est important, c'est l'augmentation du volume. Si vous augmentez le volume, vous diminuez la masse volumique. Donc, cette masse volumique, Jacques, poumon plein, est plus faible que la masse volumique de Jacques avec poumon vide. Okay? En remplissant tes poumons quand tu es dans l'eau, Jacques, tu diminues ta masse volumique moyenne et donc tu flottes plus, tu as plus de force d'Archimède. Donc quand on est dans l'eau, on est à la limite. Okay? On est autour de la limite. Si on remplit les poumons, on flotte. Si on vide les poumons, on coule. Et c'est la même chose en plongée. Si le réglage fin de la flottabilité en plongée, ça se fait avec la respiration. Si vous arrivez en plongée, vous arrivez à plat, puis devant vous, il y a un rocher, vous voulez passer par-dessus le rocher, ben vous continuez à nager. Vous gonflez vos poumons, ça vous fait remonter parce que la force d'Archimède augmente. Vous passez au-dessus de l'obstacle et ensuite, vous videz vos poumons et vous redescendez derrière l'obstacle. Et ça, c'est un des trucs extraordinaires en plongée parce que vous avez vraiment l'impression de voler et vous volez avec votre respiration quelque part. C'est vraiment quelque chose de... C'est un des sentiments les plus extraordinaires en plongée, c'est ce sentiment de voler comme un oiseau ou plutôt comme une raie. Ça ressemble plus à une raie qu'à un oiseau. Ok? Donc, d'après votre expérience personnelle, ben oui, dans un lac, vous flottez. Alors, si vous flottez, ça veut dire quoi du point de vue de la masse volumique? Eh bien, si vous flottez, ça veut dire que la force résultante, elle est à peu près égale à 0. OK? Et la force résultante, on a vu que c'était ρ objet moins ρ liquide fois G fois V. OK? Mais si cette force résultante vaut 0, ça veut dire que le ρ objet est environ égal au ρ liquide. Ça veut dire que la masse volumique de Jacques est semblable à la masse volumique de l'eau, ce qui est le cas. Okay? Donc tous les objets qui ont une masse volumique semblable à celle de l'eau flottent. Flottent ou restent entre deux eaux. Ok. On fait l'exercice suivant? Non, je vous le laisse faire pour la prochaine fois. Ok. Essayez de faire cet exercice-là pour la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera le 25. Ok? Ça, c'est un exercice complet sur la force d'Archimède. D'abord, vous avez une personne de 70 kg. On vous demande d'estimer le volume V de cette personne. Eh bien, le ρ d'une personne
c'est semblable au ρ de l'eau. Donc ça, c'est le même calcul que j'ai fait tout à l'heure quand je regardais le volume de Jacques. Ok, là, vous estimez le volume de cette personne. Et puis ensuite, vous calculez la force d'Archimède s'exerçant sur cette personne. Alors, la force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. D'accord? Et puis, ici, on vous demande l'influence de l'air. Ah, donc l'air, c'est 1,3 kg par mètre cube. Ce n'est pas un ρ liquide dans ce cas-là, c'est un ρ fluide, soyons précis. C'est un ρ fluide, hein, parce que l'air, c'est pas un liquide, c'est un fluide. ρ fluide GV. Voilà. Et puis, de quelle manière est-ce que cette force d'Archimède influence la mesure de la personne? Essayez de faire cet exercice-là, et puis on se revoit la semaine prochaine. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. C'est super, j'ai l'impression de donner mes cours tout seul. Hein? Ah non, mais je sais pas pourquoi les élèves veulent pas ouvrir leur micro, quoi. Bon, bref. Alors, je vous vois la semaine prochaine. Merci d'être venu. Et puis à bientôt. Puis la semaine prochaine, on va finir la force d'Archimède. Ok? Bonne journée. Au revoir. Au revoir.